Bon, c'est la dernière partie, dernière table ronde de ce programme. J'essaie de parler fort et en articulant un peu pour le plaisir d'Hélène, ici présente. Donc, le titre de la table ronde s'intitule « Les fronts de la désinformation ». Voilà. J'ai imaginé qu'il s'agissait plutôt aussi des outils qui sont à la disposition de certains acteurs, certains des politiques, des économistes ou simplement des photographes et des cinéastes pour effectivement produire de la désinformation. Alors, on en a un peu déjà parlé, on parle des circuits de la désinformation, d'une certaine façon, on manipule également des outils. Et quand on parle de la désinformation ou de l'information sur les sciences, eh bien là aussi, on a besoin de le faire à partir d'outils. Mais là, maintenant, j'ai donc deux intervenantes. L'une va traiter de l'économie en tant que outil puissant pour agir sur nos consciences et déterminer ou pas nos modes d'action. Et Monique Sicard. Alors, Anna Zielinski est philosophe, travaille au département de philosophie à l'université de Lorraine à Nancy. Elle enseigne également à Sciences Po, Paris-Nancy. Et elle a commis un petit ouvrage, je pense que ça doit être le dernier, sur la propagande russe dans le contexte de la guerre en Ukraine. C'est bien ça? C'est un article, mais... Oui. C'est un article, voilà, donc c'est simplement pour situer, peut-être un peu mieux préciser son profil. Et donc elle va nous parler aujourd'hui de l'économie libérale, et en tant que, comment l'économie libérale présente l'humain en tant qu'être non rationnel, et de cette attitude, de cette façon de présenter l'humain, quelles en sont les conséquences pour la fabrique de l'opinion. Monique, j'ai eu la chance de connaître très longtemps déjà dans un contexte qui est assez proche du mien, puisque je suis astrophysicien, et que nous manipulons des images, et qu'on se pose toujours des questions sur les images et le sens qu'on doit leur donner. Nous nous étions rencontrés lors non pas d'une carte blanche, mais enfin d'une rencontre, c'est un peu équivalent, à l'Institut d'astrophysique de Paris, où j'avais invité William Carrel. Et William Carrel est un personnage extraordinairement créatif aussi dans le domaine de l'audiovisuel. C'est je pense, de nos meilleurs documentaristes français. Il a réalisé de nombreux documentaires, notamment un qui s'appelle l'Opération Lune. Je crois qu'on en avait beaucoup parlé à cette époque. Et donc il s'agissait de discuter effectivement de l'impact d'une image, d'une émission de télévision, comment effectivement on peut arriver à fabriquer, détourner notre regard, attirer notre attention ou pas. Bon, je ne vais pas en dire plus, je vais vous laisser toutes les deux intervenir. Donc je propose, comme tout à l'heure, une vingtaine de minutes de présenter votre sujet, ensuite quelques questions, et ensuite ce sera le tour de Monique, et après on fera un débat général avant les conclusions par Antoine Teller. Merci. Oui. Merci infiniment, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis vraiment honorée d'être ici. Je suis de toute évidence fan de votre institution depuis toujours, et voilà, donc merci infiniment. Bien, donc j'arrête pour essayer de profiter de mes 20 minutes qui sont très précieuses. Ce dont je voudrais vous parler, c'est effectivement des théories économiques, notamment le marginalisme et le néolibéralisme. Je vais dire très rapidement ce que c'est que le marginalisme et le néolibéralisme, mais pourquoi ces théories m'intéressent. Puisque, a priori, normalement, quand nous disons que les théories telles que la théorie de Hayek ou tout ce qui concerne l'économie capitaliste, disons, l'économie capitaliste se présente comme une discipline extrêmement rationnelle, évidemment, basée sur des mathématiques, et surtout, elle semble présupposer, ou en tout cas c'est la connaissance que la plupart d'entre nous en avons, semble présupposer la rationalité de l'humain. Et en réalité, ce n'est pas du tout le cas. Je voudrais vous montrer
peut-être vous convaincre même, que les systèmes économiques donc, qui se présentent comme typiquement rationalistes sont précisément des systèmes qui présupposent une anthropologie extrêmement pessimiste de l'humain qui va dans le même sens que ce dont nous avons parlé tout à l'heure, à savoir l'économie, donc la conception de l'homme en tant que membre de la foule, l'homme irrationnel. Ça ne va pas de soi et j'espère que vous allez être agréablement ou désagréablement, au contraire, surpris. Ce que je voudrais montrer au sein de ces courants économiques majoritaires, c'est l'instrumentalisation de la rationalité qui a lieu. C'est un processus de détachement d'une théorie pourtant empirique, des théories empiriques, le détachement de l'idée de la vérité au profit de la rationalité sans adéquation. Donc sans adéquation du mot à la chose, si vous voulez, pour citer les scolastiques. Donc, je suggère que la théorie du choix rationnel, qui soi-disant hante l'économie contemporaine, c'est une leurre, ce n'est pas du tout ce en croient les gens qui sont derrière. Il est important vraiment très rapidement de faire un petit tour vers le libéralisme à proprement parler. Dans le libéralisme classique, là je cite David Hume parce que c'est le meilleur d'entre eux, pour ainsi dire. Dans le libéralisme classique, nous avons une conviction profonde de la bonté de l'humain. D'accord ? C'est une position qui a été développée en opposition à des positions extrêmement pessimistes de Thomas Hobbes, de Machiavel ou même du protestantisme. Donc l'humain, l'humain du libéralisme, c'est un humain dont la faculté principale concernant les relations avec les autres, c'est la sympathie. Donc nous nous reconnaissons comme proches d'autrui. Nous sommes similaires à autrui. Donc il est facile de comprendre notamment la souffrance d'autrui dans la pensée morale du libéralisme. Je ne dis pas qu'ils ont raison, nos braves frères libéraux. Je dis juste que c'était ça le point de départ. D'accord ? Vous allez voir pourquoi ça change ensuite. Parmi les libéraux intéressants, qui ne jouent pas de rôle crucial pour l'économie, mais qui jouent un rôle intéressant dans un passage vers une autre épistémologie, si vous voulez, se trouve Karl Popper, que vous connaissez tous. Donc Karl Popper, ses travaux, sa position se caractérise par cette idée selon laquelle la théorie scientifique ne vise pas les vrais, ne vise pas la vérité, mais vise la corroboration par des faits, d'une part, et avec ces soucis constants d'avoir des théories qui sont susceptibles d'être réfutées, donc qui ont cette capacité de réfutabilité. Mais la question de la vérité chez Popper n'est pas cruciale. D'habitude, quand nous lisons Popper, nous considérons cette méfiance vis-à-vis des vérités dogmatiques comme vertueuse. Mais ça peut être utilisé de façon un tout petit peu différente, et ça a été notamment utilisé de façon assez perverse, me semble-t-il, par notamment certains penseurs issus de la tradition de l'école autrichienne de l'économie. La plupart d'entre vous connaissez cette école autrichienne de l'économie, mais si jamais c'est quelque chose sur quoi vous n'êtes pas encore tombé, sachez que l'école autrichienne de l'économie, c'est une école qui a donné naissance au système économique au sein duquel nous vivons aujourd'hui. D'accord ? Donc c'est une économie qui s'est opposée à la conception ricardienne, disons, de la valeur objectiviste. Et c'est une économie qui, à partir des années 70 du 19e siècle, c'est une économie qui a suggéré que la valeur des choses, c'est une valeur qui se trouve à la marge de la subjectivité, d'où le mot marginalisme. Je simplifie un tout petit peu, mais l'idée du marginalisme est celle-ci. La valeur est subjective. La place de l'humain ici est essentielle, et donc devient aussi essentielle l'image que nous avons de l'humain. Est-ce que nous pensons que l'humain est quelque chose ou quelque être à qui on peut faire confiance ou pas? Et évidemment, notamment avec les théories de Gustave Le Bon et d'autres, cette confiance en humain, en fait, a commencé à diminuer
chez les économistes. Évidemment, c'était dû... Les écrits dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les écrits de Lippmann, Bernays, etc., mais Lippmann surtout, il faut les situer, me semble-t-il aussi, dans la Grande Dépression. C'était une période dans notre vie commune qui était une période particulièrement peu propice à des actions vertueuses, n'est-ce pas? Donc, effectivement, l'humain observé par Lippmann était un humain blessé par des années de misère économique, par des années d'humiliation de toutes sortes. Donc, effectivement, ce n'était pas l'humain au meilleur de sa forme, au mieux de sa forme. Bien, donc, c'est cet humain apparemment c'est cette image de l'humain qui commence à s'installer, notamment associée donc à l'acquis principal de l'école autrichienne de l'économie. Cette école autrichienne de l'économie a rencontré l'école de Chicago, n'entrons pas dans le détail. Les personnages clés de cette discussion deviennent d'une part évidemment Milton Friedman, que vous connaissez, mais surtout Friedrich Hayek, prix Nobel d'économie, donc, qui a donné un coup définitif à cette anthropologie libérale dont je vous ai parlé. Il a voulu proposer un système économique nouveau, en un sens se situant dans la tradition du libéralisme, mais débarrassé de l'idée du laisser-fairisme. Vous allez me dire, mais comment on fait le libéralisme sans le laisser-fairisme? C'est simple, le laisser-fairisme, c'est une idée selon laquelle les marchés vont naturellement se débrouiller, voilà, réguler le fonctionnement de notre économie. Sauf que notre ami Hayek, qu'est-ce qu'il pense? Il pense que l'humain est stupide. Tout ce que vous avez dit auparavant au sujet de Lippmann et de Bernays, tous ces gens partagent cette opinion. L'humain n'est pas intelligent. Donc, Friedrich Hayek sait qu'on ne peut pas laisser faire quoi que ce soit. Et la nouvelle économie qu'il va mettre, il n'en est pas l'auteur, c'est plutôt le mot vient apparaît entre Friedman et Lippmann justement, mais il est vraiment la plus grande star du néolibéralisme, et le plus grand influenceur, si vous voulez, du néolibéralisme. Et Hayek sait qu'on ne peut pas laisser les choses faire parce que les gens sont stupides. Donc, il faut les diriger. Le néolibéralisme constitue une rupture radicale dans l'histoire de l'économie, non pas du point de vue des détails de sa gouvernance, mais du point de vue de la conception de l'homme qui en émerge. Et cette conception, c'est celle de l'homme qu'il faut diriger. Il faut les diriger parce que... voilà. Et qui est-ce qui va les diriger? Ce sont des gens qui savent les faire, donc certaines élites technocratiques, effectivement, qui vont réinstaller d'une certaine manière cette idée de la rationalité de l'économie, mais elle n'est pas rationnelle au sens classique du terme, c'est vraiment, la rationalité ici est complètement instrumentalisée. Là, c'est une citation assez drôle de Hayek, si vous voulez. Nous sommes étiquetés des antirationalistes, nous dit Hayek. Mais non, nous sommes rationalistes, parce qu'il y avait des gens qui donnaient ces genres d'arguments déjà à l'époque. Il dit, nous sommes rationalistes, sauf que vous avez cette conception cartésienne de la raison. Vous êtes des philosophes, or nous savons que notre raison est limitée. Qu'il y a des valeurs qu'il vaut mieux poursuivre. Donc il y a une espèce de conservatisme de mœurs incroyable dans le néolibéralisme, de nouveau, complètement opposé à l'idée même du libéralisme. D'accord? Donc tout cela est tout à fait fascinant. Je ne vais pas vous lire toutes les citations, évidemment, j'aurais beaucoup aimé, mais ce qui est intéressant, c'est sur quoi je voudrais insister, je cite ici Philippe Mirovski qu'il faut lire sur ces questions, que la philosophie derrière le néolibéralisme, c'est cette image de l'humain comme agent cognitif négligent et peu fiable, qui peut à peine accéder à ses propres principes internes de raisonnement. Ce n'est pas la conséquence directe de l'école autrichienne de l'économie, je ne suggère pas cela. C'est une conséquence indirecte des deux processus, donc de la privatisation de la valeur d'un côté et des processus qui ont été mentionnés au sujet de cette vision de l'humain super négative qu'on retrouve chez Edward Bernays d'un côté et qu'on retrouve chez Lippmann évidemment de l'autre. Ok, une petite parenthèse.
Une petite parenthèse à propos de la propagande. Et je l'ai dit en dialogue avec plusieurs interventions sur la propagande auparavant. Moi, je suis en faveur de la propagande. Pourquoi? Puisque je pense que ce que vous avez vu dans l'homme de Bernays, ce dont je viens de parler, c'est que Bernays pense que les émotions, il faut les utiliser parce qu'elles ne sont pas rationnelles. Or, moi, je vous dis, les émotions sont rationnelles. Si je vous dis que je vote depuis que je suis arrivée en France pour le Front National, qu'est-ce que vous faites? Là, vous avez déjà une réaction. Je ne crois pas que vous n'avez pas de réaction. Je pense que j'ai provoqué avec une petite phrase, qui est fausse, évidemment. J'ai provoqué avec cette petite phrase une émotion en vous, vous ne saviez pas quoi faire. Cette émotion qui vous paraît émotionnelle et forte, elle n'est pas folle. Elle vient d'une information, ou pseudo-information dans ce cas, rationnelle. Les émotions et la rationalité vont ensemble, contrairement à ce qu'a dit Bernays. Donc nous pouvons tout simplement utiliser nos émotions, comme je l'ai fait en m'énervant ici, contre le néolibéralisme, disons, pour donner de la force à des informations qui sont vraies. D'accord? Il n'y a aucune raison de penser que la propagande doit faire de la propagande du mensonge. On peut faire la propagande avec des informations. Ok. Bon, je ne vais pas vous donner tous les détails de tout ce que je voudrais dire. Donc, j'ai une très jolie... on est un tout petit peu au milieu. Donc, une jolie photo du néolibéralisme qui danse. Bien. Je vous prie, ne coupez pas sur la vidéo juste la phrase sur le Front National. Voilà, merci. Bien. Donc, ce dont je voudrais vous parler, c'est une application des idées dont je vous parle. Je voudrais vous parler de l'économie comme spectacle dans le contexte de la philanthropie. Donc, la philanthropie, me semble-t-il, incarne le rejet de la démocratie et de la rationalité des masses. Les philanthropes, c'est mieux ce qu'il faut financer, mieux que l'élu ou voilà, je ne peux pas le lire. Donc, regardons le cas des polio. Par exemple, la philanthropie de Bill et Melinda Gates, évidemment, a apporté d'énormes bénéfices à l'humanité, ça c'est certain. Grâce en partie à Gates et à d'autres, quelques 2 milliards d'enfants ont été vaccinés et polio a quasiment disparu de certaines régions du monde. Tout va bien. Qu'est-ce qui se passe toutefois? Comment ils ont pu faire cette campagne? Ils ont pu faire cette campagne aussi, en un sens facilement, même si évidemment il y a beaucoup de mérite, parce que Dr Jonas Salk, un juif russe qui s'est retrouvé aux États-Unis dans les années 50, a inventé les vaccins contre la polio. Et qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il en a fait? Il l'a débreveté. Il n'a pas déposé des brevets. Il a perdu ainsi, on estime, 4 milliards de dollars, je crois. On ne brevetons pas ces vaccins. En même temps, donc, Bill Gates, quelqu'un qui vit de la propriété intellectuelle, utilise les vaccins sans propriété intellectuelle, ça c'est génial. Mais le deuxième épisode, c'est nous. C'est l'année dernière, il y a 2 ans. Bill Gates a donné des milliards de dollars pour le développement du vaccin contre le Covid. C'est super. Sauf qu'il a dépensé une énergie folle en même temps auprès de la COVAX, auprès de toutes les instances de l'Union européenne aussi d'ailleurs, pour empêcher la levée des brevets sur les vaccins. D'accord? La levée des brevets sur les vaccins que nous avons postulé 1000 fois pour beaucoup de chercheurs et chercheuses. Là, je partage avec vous un appel que j'ai écrit et il y a plusieurs signataires, au moins 2 signataires de cet appel dans cette salle. On s'est battu pour la levée des brevets, mais on savait que ça n'allait pas pouvoir se faire parce que le plus grand donateur des grandes institutions liées à la santé était opposé à ces processus. Ce n'était pas les États qui étaient un problème. C'était notamment Bill Gates, puisque pour lui, la mise en cause de la propriété intellectuelle conduit à l'effondrement de son empire. Pourquoi j'en parle? Puisqu'on est dans une situation où quelqu'un qui donne beaucoup gouverne en même temps sur des choses sur lesquelles il ne devrait normalement pas avoir le droit de gouverner.
en vertu de cet argent. Donc, effectivement, depuis plusieurs années, on fait la promotion du philanthrocapitalisme. C'est quelque chose qui apparaît dans la littérature depuis les années 1980. Et effectivement, c'est à partir de ces moments-là aussi où on observe les déséquilibrages importants entre les financements qui viennent des entreprises privées vers des entreprises, vers toutes sortes d'initiatives. Il y a vraiment des éloges, la gestion capitaliste des affaires publiques serait plus efficace, nous disent les théoriciens du philanthrocapitalisme, que la gestion étatique. Donc là, on est vraiment toujours dans cette conviction selon laquelle certaines personnes peuvent gouverner au-delà de la démocratie, uniquement en vertu de leur statut gagné par leur fortune, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qui nous pose problème dans ces philanthrocapitalismes, évidemment, c'est qu'il n'y a pas de responsabilité il n'y a pas de accountability. On ne peut pas tenir des gens responsables pour ce qu'ils font, de toute évidence, parce que c'est leur argent, c'est eux qui décident, n'est-ce pas? La philanthropie allège certains déficits étatiques et se substitue à des luttes structurelles. Donc du coup, on a l'impression que l'État n'a plus besoin d'être aidé de façon structurelle. De nombreux philanthropes aujourd'hui et dans le passé ont gagné leur fortune grâce à des stratégies commerciales qui exacerbent les mêmes inégalités sociales et économiques auxquelles les philanthropes prétendent remédier. Donc c'est une machine qui s'auto-nourrit, pour ainsi dire. Évidemment, tout cela va avec une espèce d'image des façades, des sacrifices de celui qui donne beaucoup d'argent. Est-ce que la philanthropie aide les pauvres? Non. Parce qu'aux États-Unis, notamment, on voit que la plupart d'argent qui est dépensé par la philanthropie va vers des institutions d'élite qui ne servent que les philanthropes eux-mêmes et leur entourage. D'accord? Donc, il n'y a qu'une cinquième, semble-t-il, cinquième partie, donc 20% des dons des philanthropes qui vont vers les pauvres. Je ne vais pas vous donner tous les détails, mais évidemment, les chiffres sont connus et les chiffres sont disponibles dans plusieurs ouvrages qui ont récemment été consacrés à ces questions, étant donné la prégnance incroyable de ces questions aujourd'hui à l'échelle internationale. Parfois, les dons des philanthropes coïncident avec les priorités de la société, mais d'autres fois, ils les contredisent ou ils les sapent. D'accord? Donc, il y a des moments où, notamment dans certains pays sur des continents moins lotis en dessous, pour ainsi dire, donc en Afrique tout simplement, les budgets de la philanthropie dépassent les budgets nationaux. Donc la philanthropie aussi permet d'éviter la question de la justice économique, parce qu'on donne ce qu'on veut, on ne rééquilibre pas la société. Donc, parmi les nombreux problèmes, on a cité notamment le problème des Oxycontines et de la famille Sackler qui est derrière. C'est une des familles les plus philanthropes aux États-Unis. Leur philanthropie faisait que leur image des marques était intouchable pendant très 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 longtemps. Parmi des immenses philanthropes, nous avons notre ami David Koch, hélas décédé. Il est à l'origine de plusieurs think tanks qui visaient à mettre en cause le réchauffement climatique et le rôle de l'humain dans ce réchauffement climatique. On a évidemment des publications à ces propos. Là, je ne vous apprends rien. Là, je vous donne une petite photo aussi ça, c'est mon université favorite au monde, probablement, qui est donc l'université de Tel Aviv, avec la faculté de médecine qui était sponsorisée par la famille Sackler, et vous avez toujours le nom de Sackler à l'entrée de cette fac. Je vous rappelle, c'est eux qui ont été à l'origine de la crise dont nous avons parlé tout à l'heure, la crise mortelle de l'addiction aux opioïdes aux États-Unis. Je vais terminer parce que je vois que mes petites minutes s'écoulent par un article de ce matin de Washington Post. Effectivement, nous avions un garçon très gentil, Sam Bankman-Fried, qui était la tête de la plus grande entreprise de la crypto-monnaie, un immense philanthrope potentiel. En tout cas, il s'est engagé à donner des milliards de dollars
à la prévention des épidémies, sauf que sa fortune s'est effondrée. Donc toutes les actions qu'il a commencées, elles s'arrêtent. Donc vous voyez, pour la stabilité du système de protection de la santé, c'est une catastrophe, de toute évidence. J'arrête, même si j'aurais... Ok, je vous dis juste une petite chose. Tout ça, c'était une critique. J'ai quand même une mini-chose à dire, une mini-chose positive à dire et j'arrête. Vraiment 2 diapos. Non, mais allez-y. C'est que quand j'en parle avec des collègues, notamment, là j'ai un collaborateur à l'université de Ghana, et il me dit, tout ça, t'as raison sur tout cela, mais tu oublies des pays où effectivement il y a des problèmes internes tellement grands que la philanthropie est une aide. D'accord? Donc, il me dit que dans de nombreux pays du monde, les gouvernements des États sont en partie à l'origine des inégalités en matière de santé. Il est donc peu probable qu'ils puissent résoudre certains des problèmes structurels sous-jacents. Donc, la plupart des gouvernements africains, par exemple, sont encore aujourd'hui attachés à l'idée coloniale selon laquelle l'État doit extraire et vendre les ressources naturelles, minéraux, pétrole, etc., pour financer le développement. Cela signifie qu'il faut détruire l'environnement et poursuivre l'écocide et les habitudes dangereuses pour la santé introduites par le colonialisme. Les communautés indigènes sont trop souvent trop faibles politiquement pour lutter contre leurs propres gouvernements. Et là, mon camarade dit que dans de nombreux cas, ce sont les ONG sponsorisées par l'argent privé qui aident effectivement, notamment dans les contextes où il y a des mini-guerres civiles qui opposent certaines tribus au gouvernement central. Donc on n'est évidemment pas dans une situation d'une clarté absolue. Là, avec un autre collègue, là je me cite moi-même, on a coécrit un article sur la nécessité de la souveraineté sanitaire et non pas de la charité sanitaire dans les contextes du Covid. Mais bon, les choses sont 1000 fois plus compliquées. Toutefois, je tenais à vous donner quelques détails sur la théorie économique qui est derrière. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va prendre 2 questions. J'ai juste une remarque sur ce qui a été dit juste à la fin. Effectivement, il y a ces ONG donc, qui sont privées, mais il y a aussi quand même au niveau institutionnel les banques mondiales, la Banque mondiale asiatique, la Banque mondiale africaine, qui elles ont pour but effectivement d'aider à structurer les pays, on dit en voie de développement, c'est comme ça. Donc là, quand même, c'est en parallèle. C'est en parallèle. De toute façon, on est au début d'un certain processus. Parce que ces banques-là sont financées par des États. Tout à fait. Y a-t-il une question ou 2 ou une remarque? Oui, il se trouve que j'ai fait quand même de l'économie. Je suis un tout petit peu surpris par la façon un peu caricaturale dont vous présentez le libéralisme et le capitalisme en général. Il y a toute une construction qui a été synthétisée, par exemple, mise sous forme mathématique par Gérard de Bourg-Maurice Allais, qui n'est pas, que je sache, en opposition avec la notion de vérité. Simplement, ils ont construit des modèles abstraits à partir d'une axiomatique effectivement très abstraite et qui donne une certaine image, je ne dirais pas de la réalité économique, mais d'un monde économique à partir duquel ensuite on peut se poser la question de savoir s'il ressemble ou pas au monde dans lequel nous vivons. Donc, par exemple, cette construction est fondée sur la notion de maximisation des utilités individuelles, qui exclut donc les comparaisons interpersonnelles d'utilité. Donc ça limite le schéma, mais en même temps ça élimine un certain nombre de critiques qu'on peut lui faire. C'est une approche qui n'exclut pas du tout les effets externes, par exemple, et le fait que le développement de certains intérêts particuliers puisse nuire à des intérêts et d'autres intérêts, notamment des intérêts collectifs. Bon, je ne veux pas aller beaucoup plus loin, je dirais simplement que le seul socialisme macroéconomique
soit globalement positif, ça ne s'appelle pas le communisme, ça s'appelle la social-démocratie, c'est-à-dire des formes d'organisation du marché, y compris du marché capitaliste, encadrées par la démocratie. Et je pense que la table ronde que nous avons sur les réseaux sociaux va tout à fait dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un besoin d'encadrement démocratique, de nouvelles formes techniques qui irriguent le tissu économique et qui font craindre des effets pervers très importants. Cet encadrement démocratique appelle à de nouvelles formes de social-démocratie. J'en connais pas d'alternative. Merci beaucoup. pour cette remarque. Vous avez peut-être remarqué que je n'ai pas plaidé le communisme à aucun moment. Et à aucun moment, je n'ai critiqué le libéralisme, qui plus est. Je n'ai critiqué que le néolibéralisme, dans sa rupture avec le libéralisme. Voilà, s'il n'y a plus de questions pour l'instant, donc je propose, Monique, que... Oui, Eh je ben, te laisse oui. Alors, continuer sur, je vais voir, je parle de- sur les images qui font rêver et qui influent sur notre point de vue et nos comportements. Excusez-moi, je traverse une migraine. Je vais parler doucement et du coup je vais projeter des images. Je vais vous faire des commentaires de ces images et puis Daniel aussi commentera et puis si vous voulez les commenter, voilà. Je simplifie un peu la philosophie de la chose et je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Bon, j'ai déjà trouvé le micro, c'est un premier pas. Voilà, alors nous avons beaucoup parlé aujourd'hui de vrai, de faux, eh bien dans le domaine de l'image, bien souvent, nous ne sommes ni dans le vrai, ni dans le faux. Donc je vais vous présenter ici quelques images, et puis parallèlement les recherches qui sont tenues ici à l'École normale supérieure sur la question que nous appelons génétique de l'image. À savoir, nous faisons des commentaires des images, mais en recherchant, en revenant à ce que j'appelle l'avant-image, en revenant sur les procédés, les processus, les intentions des auteurs, tout ce qui se passe avant et la manière dont les images ont été créées et se sont élaborées. Voilà, c'est-à-dire qu'il s'agit de rompre avec toutes ces recherches sur les images qui visaient à l'inverse à prendre des images achevées et en faire des commentaires. Voilà, donc nous sommes avant l'image et sur la manière dont elles sont construites. Alors, vous voyez là, non? Vous voyez. Là, c'est bon. C'est bon. Voilà, donc une image voilà, qui nous donne le vertige, avec quelques autres bien sûr, parce qu'il s'agit d'une image d'une jeune femme iranienne, une seule image qui est diffusée sur les réseaux sociaux, et notamment sur Instagram, qui a 1 milliard d'utilisateurs. Autrement dit, avec une seule image, on a un impact absolument considérable. Et cette jeune femme, vous voyez, s'est coupé les cheveux, elle tient ses cheveux à la main, et elle pose dans un cimetière devant la tombe de sa mère, qui est une femme assez jeune, qui a été tuée je crois que c'est 187 balles tirées dans le dos. 167. 167, pardon. Excuse-moi. J'ai retenu le chiffre. J'ai retenu le chiffre. Et Enfin, nous c'est verrons. hallucinant. Tirée dans le dos parce qu'elle-même manifestait à la suite du décès de cette jeune femme à la mi-septembre, le 16 septembre, à la suite du décès de Mahsa Amini, cette jeune femme qui n'avait pas obéi au code vestimentaire. Voilà, donc une double manifestation. Et cette jeune femme qui pose là,
en proie à la colère, a posé devant la photographie de sa mère, que vous voyez, tenant en main sa chevelure qu'elle venait de couper, et puis fuyant immédiatement après en direction de l'Europe et de la France, parce qu'elle était elle-même aussi menacée. Oui. Donc voilà où nous en sommes, sachant que nous, en général, nous tenons la photographie pour une parcelle de réalité, quoi. Comme si les photos étaient des morceaux de réalité. Celle-ci comme d'autres. Alors que dans cette photographie-là, nous ne voyons pas seulement une jeune femme qui pose, mais nous voyons aussi... Moi, je vois bien que cette photo a été réalisée à l'aide d'un appareil numérique, parce qu'il y a une très grande profondeur de champ. Je vois bien que n'ont pas été photographiés d'autres domaines, hein, à droite, à gauche, latéraux, devant, derrière. Nous voyons bien que cette jeune femme a posé. Enfin, il y a toute une histoire derrière cette image-là. Bon, que je passe sous silence et nous passons à une autre, à la photo suivante. J'y vais, et puis je voulais dire un mot quand même à propos de William Carell, là, que tu as évoqué. Oui. Donc, qui est un réalisateur. Voilà, je te remercie d'avoir invité, c'était un grand moment de séminaire. Et ce réalisateur a réalisé un faux, en fait. Il nous a dit que les Américains n'avaient jamais marché sur la Lune, et que tout ceci tenait du faux, et qu'il s'agissait d'une histoire construite. Voilà, Opération Lune. Enfin, Opération Lune. C'était le propos de son documentaire, Oui. où il essayait de montrer au public, à celui qui visionne, lui faire croire que les Américains n'étaient jamais parvenus sur la Lune. Et on voit effectivement des images où on voit se rencontrer David Cheney à l'époque dans le bureau de... C'était qui, Nixon? C'était Nixon à l'époque. Et Nixon dit, il faut qu'il y ait des images. On va sur la Lune peut-être, mais il faut des images. C'est compliqué, ça risque d'abord de ne pas fonctionner, mais il me faut des images quand même. Et donc il y a une réunion, moi je me souviens, c'était extraordinaire de voir ça, il y a la secrétaire, et tous les trois se disent, c'est pas compliqué, on va demander à un réalisateur qui s'appelle Kubrick. Kubrick vient de réaliser un film, Stanley Kubrick, 2001, l'Odyssée de l'espace, et Barry Lyndon, et comme il a réalisé Barry Lyndon, il nous avait demandé à la NASA une caméra particulière pour pouvoir filmer en lumière naturelle les scènes de Barry Lyndon. Si vous vous souvenez, ça se passe bon. Autrefois, il n'y avait pas d'électricité. Et donc, grâce à cette... puisqu'on lui a prêté, effectivement, il peut nous rendre service, en nous donnant, en nous communiquant les décors qu'il a utilisés pour 2001, l'Odyssée de l'espace, et faire des décors, des faux décors, pour prouver que nous allons bien arriver sur la Lune. Alors, c'était vraiment fabriquer un faux, hein, c'était avec l'idée que peut-être ça ne fonctionnerait pas, mais il faudrait absolument garder la face. Et alors, je suis allé voir après le film. Alors, le film, évidemment, c'est... Je me souviens, je l'ai visionné pour la première fois. On était dans un comité de sélection du prix scientifique, du prix du film scientifique au Québec, où j'avais vu ce film-là. Et au début, on était tous ébranlés. On s'est dit, mais attends, c'est quoi cette histoire? Tellement ça avait l'air vrai. Je recommande le film, vous pouvez le trouver, hein, Opération Lune, ça s'appelle. Et petit à petit, effectivement, William Carell démonte tout ça et explique à la fin qu'effectivement, non, ce sont des fausses images, qu'en réalité, effectivement, les Américains sont bien allés sur la Lune, mais, vous voyez, son message étant, faites attention, parce que finalement, vous pourriez très bien être manipulé de manière très, très, très simple. Mais moi, je suis quand même allé voir William à la fin, et je lui ai dit, mais comment tu as fait, là? Parce que on les voit tous les trois en train de converser. Oh, il me dit, non, tu crois qu'ils sont au même endroit, mais ce sont trois documentaires complètement distincts, complètement séparés, que j'ai montés, et en fait ils tiennent des propos qui n'ont rien à voir avec ce sujet-là, mais j'ai sélectionné de telle manière qu'effectivement on croit qu'ils sont en train de répondre à la question comment avoir des images, des retours d'images sur la mission Apollo. C'est absolument extraordinaire. Et donc il se trouve que j'ai présenté ce film 2 fois. Oui. Une fois en annonçant au public qu'ils allaient voir un faux, Ouais. et la seconde fois, je ne sais plus où, c'était il y a longtemps, sans leur dire, quoi.
et en leur disant seulement à la fin du colloque, nous vous avons montré un faux. Mais lui-même le fait à la fin de son Là, ça ne s'est documentaire. pas très bien passé, j'avoue que le public n'a pas apprécié. Alors je ne crois pas que ce soit un film qui a beaucoup convaincu William Carey lui-même. Je pense qu'il a peut-être, c'est difficile de manipuler des documentaires, on peut dire, parce qu'il y a toujours des gens qui vont y croire quand même. Hein. Oui, les gens y Donc ça se croient. retourne, voilà, ça se retourne. Voilà, c'est ce qui m'a étonné, c'était la facilité avec laquelle le public, qui était quand même un public aussi de scientifiques, croyait dans ces images que nous montrions. Alors que moi-même, à l'époque, je travaillais au CNRS dans le cinéma, dans le film, donc on voit bien quand on travaille dans le cinéma comment le montage est fait, enfin, on le sent, quoi. Je pensais que ça serait une plaisanterie, et ça n'a pas été du tout une plaisanterie. Les personnes ont été trompées par ces images. Voilà, donc avertissement à tout le monde. Et tu avais toi-même montré lors de cette... Excuse-moi, je ne veux pas t'interrompre. Oui, vas-y. Mais tu avais montré comment un documentaire tourné aux États-Unis montrant un village avec une musique sautillante derrière donnait l'impression d'une vie paisible et dynamique dans une société en voie d'expansion. Et le même documentaire à l'époque, tourné dans un village soviétique, il y avait en général, effectivement, le ciel était gris, la musique derrière était plombée, et même sans commentaire, on voyait tout de suite que l'ambiance n'était pas la même. Donc c'est une façon de montrer comment tu peux manipuler déjà, Comment on peut orienter Donc voilà une image paisible. Très belle photographie, enfin on peut la trouver belle, réalisée par le grand photographe aujourd'hui décédé, Henri Cartier-Bresson. Voilà, une image surprenante. Enfin, on peut se demander pourquoi Henri Cartier-Bresson a photographié la plaine de Brie comme ça, alors qu'il n'y a pas grand-chose à voir, même si cette image peut nous toucher. Et voilà, donc cette image a été reproduite récemment dans une revue qui est encore en kiosque pour l'aide aux journalistes disparus, tués, etc. Micro, parle dans le micro. Oui, cette image est... Excusez-moi, parce que j'ai du mal à être intelligente. Oui, donc la revue est en kiosque, vous pouvez l'acheter, elle s'intitule Arbres, voilà. Toute une revue avec des photographies et commentaires sur les arbres. Et comme il fallait une photographie de ce grand photographe, voilà, c'est cette image qui a été choisie. Et cette image, je la connais parce que je me suis toujours demandé pourquoi Henri Cartier-Bresson, enfin longtemps demandé, pourquoi Henri Cartier-Bresson avait réalisé une telle photographie. Alors. Donc voilà la légende que vous trouvez dans cette revue disponible aujourd'hui en kiosque. Henri Cartier-Bresson, image d'Épinal d'une départementale bordée de platanes, ici en Brie, 1968. Voilà. Mais moi, m'intéressant à cette image, depuis longtemps, je suis allée chercher le commentaire de l'image, sa légende, dans un ouvrage réalisé sur l'œuvre d'Henri Cartier-Bresson par le grand éditeur Robert Delpire. Quand je dis grand éditeur, ça signifie que Delpire a publié des photos avec l'accord des photographes, l'accord des artistes. Il ne s'est pas permis comme ça de rédiger une légende pour lui. Alors, voilà où j'en suis. Donc, voilà, alors déjà, attendez, excusez-moi, voilà ce que Delpire a publié, la même photographie, mais avec un cadre noir, vous voyez, ce petit filet noir tout autour de l'image, c'est la signature d'Henri Cartier-Bresson. Il ne publiait jamais ces images sans ce cadre noir qui est sa signature. Donc il y a déjà une erreur dans cette revue des journalistes. C'est très important parce que Cartier-Bresson ne retouchait pas, il cadrait directement. Oui, ça veut dire je ne recadre pas, mais c'est moi. Voilà, vous me reconnaissez, c'est moi. Voilà, donc ce cadre a disparu, on a oublié, on a perdu la mémoire de tout ça. Il est décédé en 2004.
Et alors voilà les légendes que l'on trouve à la fin de l'ouvrage de Delpire et dont on peut penser qu'elles ont été vérifiées, enfin dont on est sûr, oui, par Henri Cartier-Bresson. Donc vous voyez, vous avez à chaque fois un lieu, Beauce, France, et une date. Tralee, Irlande, 1963, Beauce, France, 1961. Et puis, Brie, France, là vous avez un mois, hein, le mois de juin. Ces légendes sont toutes à la fin de l'ouvrage. Et bien ça a attiré mon regard, je me suis demandé, parce que Cartier-Bresson ne met jamais le mois, sauf là. Pourquoi juin 1968 ? Je me suis demandé ce qu'il avait en tête, quel était son regard en juin 1968. Alors voilà, en juin 1968, eh bien, il avait encore, je pense, c'est une hypothèse de ma part, les images de mai 68 en tête. Enfin, très certainement. Très certainement. Il a très certainement vu dans cette route de Brie un chemin qui conduit vers la prison, vers un obstacle, alors que tous les chemins dans nos cultures occidentales conduisent vers le soleil levant. Enfin, c'est le cow-boy dans les films hollywoodiens qui s'en va vers un avenir heureux. Et bien là, nous sommes absolument dans l'inverse, dans l'opposé. C'est une de mes hypothèses. Voilà, je vous ai fait un petit cadre de l'image sur la droite pour vous montrer les barricades, les étudiants peut-être, les CRS peut-être. Et pour vous montrer aussi comment il est difficile de mettre une légende sur une photo, d'interpréter une photo, de sortir de cette parcelle de réalité et de vérité même. Voilà, on dit souvent, enfin on voit toujours des commentaires disant voilà une route bordée d'arbres, vous voyez, en confondant l'image et son référent, comme dirait Roland Barthes, le référent de l'image. On vous montre la photographie de la Tour Eiffel et on vous dit voilà la Tour Eiffel. Bien sûr, personne ne croit qu'il s'agit de la Tour Eiffel. Et ce que je dis là se trouve aussi dans le milieu scientifique, aussi chez des astrophysiciens qui disent regardez cette galaxie. C'est pas la galaxie. C'est une image construite, fabriquée, un médium qui transforme ce que l'on voit et qui transporte votre point de vue et qui est daté. Et qui fait que quand nous regardons ces images là, eh bien finalement nous nous voyons nous-mêmes aussi. Je continue. Alors, nous sommes loin, avec ce que je viens de dire, ce qu'on appelle les trucages. Souvent, on se réfère à des trucages pour parler du faux. Mais en fait, il n'y a pas besoin de trucage. Bon, cela dit, voilà un des trucages présentés par le journal Le Monde, là récemment, c'était la semaine dernière, ou il y a 15 jours. Donc Le Monde a rassemblé certains trucages d'images. Moi, je mets des guillemets. Parce que, après tout, toute image est une interprétation, est une analyse, toute une photographie est un point de vue. Donc Le Monde a réuni des trucages, dont celui-ci, vous voyez, c'est une photo c'est la photo d'un village qui est détruit dans le Donbass, qui a été présentée récemment, alors qu'en réalité, cette photographie a été réalisée en 2014. Dans une guerre précédente. Voilà. Donc voilà une technique de faux qui est assez fréquente, qu'on a vu par exemple à l'occasion des Gilets jaunes aussi, on va, que ce soit de l'un ou l'autre côté, le pour ou le contre, on a montré des photographies réalisées à une autre époque et on les a décalées. Voilà, une technique assez courante. Technique courante aussi, la photographie truquée, par Photoshop par exemple. Donc voilà Volodymyr Zelensky, et vous voyez sur l'image de gauche, on a rajouté une ligne de coque. Où ça ? Ah oui. J'ai montré ça sur la table. À mes étudiants. Sur la table à gauche. Les étudiants ont immédiatement reconnu de la cocaïne. Ça m'a beaucoup amusé. Ça a été publié où ça ? Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Sur la
Non, sur les réseaux sociaux, hein. Ah oui. Oui, ça circule. Et donc on fait circuler des petites choses comme ça. Il suffit d'une tache blanche, vous voyez, pour que l'impact soit énorme. Et ce qui m'intéresse, c'est ça, ce sont ces images uniques qui ont un impact énorme que nous avons du mal. Si je veux juste pour voir, c'est quand même quelque chose de très classique. Je veux dire, Trotsky qui est enlevé des images dans les images en Russie, l'image très connue du soldat russe qui plante le drapeau russe sur le Reichstag et on lui enlève une montre parce qu'en réalité il a pillé des montres, il a plusieurs montres sur le bras et donc il ne faut pas qu'on voit qu'il a pillé des montres, donc on enlève les montres surnuméraires pour en laisser qu'une. Donc là on est dans l'ultra classique de la manipulation de l'image. La question de la date aussi est un ultra classique depuis l'origine. Pendant la guerre de 14, on a montré comme image vraie des images qui étaient des images de manœuvre parce qu'on ne pouvait pas aller faire les photos ou filmer sur le front même. Donc on est là dans, je dirais, le classique du trucage par la date ou par la manipulation de l'image elle-même. Oui, c'est très classique. Hein. Je ne vous montre là que des choses très Même classiques. dans le monde de l'astro. Et que ça commence peut-être au prof de l'astro, mais excuse-moi Daniel, ça commence aussi chez les astronomes et les astrophysiciens. Vous avez des trucages exposés à l'Observatoire de Paris, quoi. Quelqu'un n'est pas venu, quelqu'un n'est pas là, et bien on le rajoute sur l'image. Oui, ou alors, qu'est-ce que j'ai trouvé à l'Institut d'astrophysique, un lieu qui a été photographié, et puis les murs ne sont pas très propres, vous voyez, ils sont un peu dégradés, et ben on retouche, on refait, sans repeindre, ça évite de repeindre les bâtiments. Mais on trouve ça depuis très longtemps, hein, depuis le 19e siècle. Alors ce matin, on a dit que la fin du 19e siècle était l'ouverture de l'époque moderne, avec les travaux sur la foule, effectivement. Mais la photographie arrive, enfin, il y a aussi une autre entrée qu'on peut appeler moderne. Les premières photographies, c'est 1924 et surtout 1939. La première photographie diffusée dans le monde entier, les photographies avec des négatifs. Et quand il y a des négatifs, ça permet la multiplication de l'image, donc ce qui est très important pour notre fabrique de l'opinion. Une image unique n'est pas multipliée et n'aide pas à fabriquer une opinion commune. Et par contre, une image multipliée, oui. Je continue un peu vite. Voilà encore un trucage, mais il y en a énormément. Hein. Excuse-moi, ça a déjà été vrai avec le livre. Le livre aussi a contribué à propager une opinion commune. Bien sûr. Tout ce qui est de l'ordre de la réplication. En plus, je n'aime pas trop vous montrer ces images parce qu'elles vont à l'encontre de mes propres travaux de recherche et de ce que je fais, à savoir que nous essayons d'aller retrouver les modalités de fabrication de l'image, de sa diffusion, ses formats, alors que là, les choses publiées par le journal Le Monde ou d'autres, hein, c'est pas une critique, mais c'est tellement courant, elles sont sans légende, elles sont sans format, vous voyez, donc voilà, on ne sait pas trop d'où elles sortent. Alors en voilà une autre avec une croix gammée et puis un maillot de football, hein, Zelensky. Voilà, donc c'est facile hein, de faire tout cela aujourd'hui. C'est facile. Plus compliqué, il y a l'usage de l'intelligence artificielle mais qui commence. Donc ça c'est un portrait vidéo. Je vous présente une image fixe mais toujours de Volodymyr Zelensky. Et on lui a fait dire que ses troupes cessent de combattre, ouais, se rendent. Hein, il l'a dit, ça a été diffusé. Et ça donne le vertige parce qu'on se demande ce que deviennent les républiques, les démocraties, à partir du moment où on peut faire dire n'importe quoi, où on peut superposer des visages et des expressions du visage et de paroles à n'importe quel son. Voilà, mais nous n'en sommes qu'au début. Nous n'en sommes qu'au début. Donc, affaire à suivre. Alors voilà, il n'y a pas besoin en fait de trucage, il n'y a même pas besoin de connaître Photoshop pour truquer à l'aide d'une image, puisque tout le monde confond la photographie avec une parcelle de réalité. Donc il suffit de prendre une photo. Donc voilà,
Greta Thunberg, hein, toute mignonne, toute jolie, diffusée dans les journaux. Et puis ben voilà, ça c'est Greta Thunberg, la même. Ces valeurs actuelles, il n'y a pas eu que valeurs actuelles, hein, j'ai une collection de Greta Thunberg. C'est terrible. Alors, peut-être cette image est-elle retouchée, peut-être même pas, hein, il suffit d'un moment de mauvaise expression, comme je dis, c'est capté, c'est diffusé, et l'impact est considérable. C'est le choix de l'image qui importe. Oh. Donc là, il n'y a pas besoin de trucage. Moi, il me semble qu'il y a, de trucage. Indépendamment des trucages, il y a quand même on peut influencer l'opinion d'une manière parfois très involontaire aussi. Parce que très souvent dans les images, par exemple les images scientifiques, on est parfois obligé de coder et d'utiliser des codages couleurs. Et parfois vous avez des chiffres, des matrices de chiffres, vous allez attribuer des couleurs de 0 à 10, de 10 à 20, de 20 ans, etc. Le choix des couleurs a une importance. Si on choisit le rouge, Bien sûr. ça n'aura pas le même... C'est quelque chose de différent. Le bleu, ça dit autre chose. Et ça peut effectivement suggérer, chez celui qui perçoit l'image, effectivement, des affects, des choses différentes. Sachant aussi que la lecture et la réception des images varient selon les époques et évoluent. Donc avec tout ça, nous sommes dans le flou et je suis désolée d'apporter un peu plus de doute qu'il n'en a été apporté aujourd'hui, mais j'avoue qu'avec tous ces travaux sur l'image, nous doutons. Alors voilà, ça ce sont les photographies des nazis. 5 minutes. Plus que 5 minutes, je vais très vite, voilà. Donc, Hitler, Goebbels ont développé une politique de la photographie qui était assez élaborée, il faut reconnaître. À savoir que, vous voyez les bras tendus, et qui est très particulière. Hein. L'Allemagne nazie s'intéressait aux appareils photographiques, tandis que nous, quand nous parlons de l'image, nous nous intéressons à l'image, aux photos. C'était très différent. Et donc, il y a eu l'idée non seulement de multiplier les images, mais de multiplier les appareils photographiques et de les distribuer. Vous les distribuez, des petits appareils populaires, donc les gens vont photographier eux-mêmes les bras tendus, et puis vont les diffuser eux-mêmes, et donc ces bras tendus vont se multiplier tout seuls. Donc voilà, et puis l'image, la photographie va être utilisée pour faire des enquêtes de famille sur votre physionomie, sur votre origine. Voilà, tout ceci est très élaboré. Il y a eu des lois ou des décrets sur l'utilisation de la photographie chez les nazis. Voilà, et Heinrich Hoffmann était le photographe particulier d'Hitler et il s'est efforcé de donner de lui des images, des doubles rassurants. Voilà, Hitler avec son chien. D'où le piano. Le piano, rassurant, pas pour nous, non. Ouais. Voilà. Le chien, oui, le chien. Coupé par le piano. Alors, en face de ça dont je voulais surtout vous parler, il y a eu des personnes qui ont fait des montages d'images, et notamment un certain, vous connaissez peut-être Herzfeld, voilà, mais là je ne parle pas d'Herzfeld, je parle de quelqu'un qui s'appelle Marinus, hein, c'est un surnom, et ces photographies ont été redécouvertes très récemment par un collègue danois. Et Marinus lui-même était d'origine danoise. Le collègue a retrouvé 3 photographies, et puis à partir de ces 3 photographies, il a fait toute une enquête. Voilà, et ce sont des magnifiques montages, des très belles photos, des très beaux tirages. Et voilà, là vous avez Hitler avec un casque à pointe, qui n'était pas le casque de la Seconde Guerre mondiale, qui est celui de la première et puis de 1870, mais un Hitler voilà, qui s'apprête à conquérir le monde. Je passe très vite, donc voilà Franklin Roosevelt qui s'appuie, vous voyez, il a un jeu de cartes, qui s'appuie sur des aides qui n'en sont pas, et ça lui fait faire la grimace. Dedans, dans ces aides, il y a Daladier, c'est-à-dire qu'il y a la France, voilà, et toutes ces aides-là ne sont pas très certaines, ne sont pas des appuis certains. Voilà, donc il fait la grimace, et derrière lui, vous avez tous les ennemis.
Oui. Alors il y a Staline, oui c'est ça. Vous avez Chamberlain, là dans les cartes. Hein. Les cartes ce sont les alliés, et derrière vous avez les ennemis. Donc dans les cartes il y a aussi le roi Carol de Roumanie, Daladier, Chamberlain, Staline. Voilà, et derrière Mussolini, Hitler, les adversaires Göring, Goebbels. Voilà, il faudrait rester plus longtemps sur ces images peut-être. Bon, et voilà comment elles étaient publiées en première page de ce journal Marianne qui a été publié de 1932 à 1939 sous l'égide de Gaston Gallimard. Et Marinus publiait ses photos. Marinus publiait ses photos en première page de Marianne. Alors voilà Einstein. Voilà, qui parle et qui essaye d'en savoir un petit peu plus sur le traitement des Juifs. Donc des montages extrêmement bien faits par Marinus. Bon, j'y vais très vite. Voilà, nouveau statut de l'image avec les influenceurs. L'image est quantifiée. Elle représente de l'argent. Il faudrait fouiller cette question-là. Voilà. Et puis voilà, je termine sur l'image de cette jeune femme que vous connaissez peut-être. Non. Qui s'appelle Gabi. Et derrière, vous avez son copain. Et cette Gabi était une influenceuse américaine. Voilà, qui se donnait en image, en photographie, en vidéo avec son copain, et qui gagnait de l'argent avec cela. Parce que c'était des images parfaites, des cartes postales de la vie, c'était le bonheur affiché, qui vendait peut-être, qui montrait des objets achetés ou des vêtements. Date de quand, cette image? Elle date de 2021, de l'année dernière. Pas plus loin, puisque cette jeune femme n'est plus vivante, en fait. C'est ça qui est... C'est une influenceuse, en quoi elle a marqué le... C'est une influenceuse, elle a marqué l'époque, elle a marqué la planète même, je dirais, par son histoire, parce qu'elle est partie, elle était très mignonne, très jolie, enthousiaste, voilà. Et elle a diffusé des images, cartes postales, des images de bonheur. Et elle a décidé, avec son copain de terminale, hein, elle était toute jeune, de traverser les États-Unis, de traverser les très beaux déserts, etc., et d'envoyer sur des sites internet toutes ces très belles images. Sauf que peu à peu, l'écart s'est accentué entre les images du bonheur et le drame qu'elle vivait, parce qu'ils ont commencé à se disputer. Ça a été l'objet d'une mésentente. On a quelques traces, mais eux ne montraient pas cela. Et un jour, Gabi a disparu. Et on a cherché, et elle envoyait régulièrement de ses photographies, de ses vidéos d'elle-même à sa famille. Et puis, on a commencé à moins la voir sur les vidéos. Il y a une vidéo ou une photo, je ne sais, où on ne voit que ses jambes, par exemple. Vous voyez, c'était quand même très étrange. Et puis, le gars derrière, le copain, a été le premier incriminé et accusé d'avoir fait disparaître Gabi. Bon, en réalité, il s'agissait d'un féminicide, il l'avait tuée. Donc on a retrouvé, après on a retrouvé, enfin c'est une histoire terrible parce que cette histoire elle était sur les réseaux sociaux. Et puis tous les internautes se sont mis à rechercher Gabi, elle avait disparu, elle était tellement sympathique, et tellement populaire, et tellement connue. Donc on l'a cherchée au moins dans tous les États-Unis, et on a fini par trouver son corps à 1000 km de l'endroit où elle avait disparu. Et puis on a retrouvé aussi le corps du copain qui s'était suicidé d'une balle dans la tête. Voilà. Donc une histoire tragique qui illustre à l'extrême l'écart entre la vérité ou la pseudo-vérité, la pseudo-réalité,
et puis ce qu'il y a derrière une image, et qui illustre aussi ce que c'est qu'un influenceur, hein, qui veut vous montrer le bonheur. Forcément, il est tenu de montrer, de diffuser le bonheur. Ça, c'est le piège qui se referme sur la personne. Contrairement à... un sacré piège. Oui. Ah oui. Donc voilà quelques cas concrets. Je pense qu'on peut peut-être Oui, je vous donne la parole. s'arrêter là et puis peut-être maintenant dialoguer autour des deux interventions et je vais prendre vos questions si vous voulez, pour conclure cette session. Oui, alors moi je ne suis pas économiste, donc j'en suis restée à Max Weber et l'esprit du capitalisme et le protestantisme. Donc par rapport au capitalisme, au libéralisme dont vous avez parlé, le néolibéralisme, comment vous situez Max Weber? Et est-ce que, comme vous, Max Weber critiquerait le néolibéralisme? Ah, zut. Merci pour cette question, mais je ne saurais pas répondre dans la mesure où je n'ai... pour cela, il faudrait voir de près, et c'est une très jolie piste du coup, j'aurais dû penser, voir de près vraiment l'anthropologie du protestantisme telle qu'elle est décrite par Max Weber. Parce que c'est justement, comme je vous ai dit, le libéralisme classique s'est levé contre l'anthropologie des premiers protestants, qui était une anthropologie extrêmement négative. L'homme était... contrairement à ce qu'on avait dans le christianisme, l'homme n'était pas tout à fait considéré comme capable de s'en sortir de sa condition misérable, tout dépendait de la grâce, etc. Donc, merci pour la piste, je ne saurais pas vous répondre. Il me semble que dans l'esprit du protestantisme, tel qu'il est écrit par Max Weber, effectivement, tout dépend de la grâce, et ceux qui ont justement reçu par la grâce de Dieu des capacités supérieures aux autres, doivent développer ces capacités pour développer la nature et en faire profiter les autres. Et donc du coup, je me demande si le philanthropisme n'est pas un avatar de cette idée. Attendez, je ne dis pas que c'est bien le philanthropisme, mais est-ce que ce n'est pas une conséquence de cette conception de l'homme à la fois mauvais et positive pour ceux qui sont, par la grâce, les plus doués? C'est marrant. Non, sans doute, il y a beaucoup de gens qui les pensent. Là, j'ai en tête, je connais des philanthropes formidables. Là, je pense à une famille dont je suis particulièrement fan. C'est la famille Deichmann, les chaussures, vous connaissez peut-être. C'est une famille c'est typiquement une famille qui sort du livre de Weber. Les enfants étaient éduqués avec rien du tout. Ils étaient vraiment modestes et ils ont donné toute la fortune à la construction des universités dans un État naissant d'Israël. Donc ça, c'est un cas pour moi absolument exemplaire et formidable. Mais je pense à un autre philanthrope, M. Carnegie, très célèbre. M. Carnegie, pourquoi il était aussi riche? Parce qu'il traitait ses ouvriers dans vous voyez, il contribuait à la construction des rails et des choses comme ça. Donc, il détruisait les ouvriers, il n'avait aucun respect pour le travail donc, des individus, tout en donnant des millions pour construire des bâtiments qui vont servir les élites. Donc, pour M. Deichmann, monsieur et Mme Deichmann, sans doute les idées dont vous parlez marchent, mais pas pour M. Carnegie. Donc, il n'y a pas de règles. Étant donné qu'il n'y a pas de règles morales qui vaillent pour tout le monde, il faut que le problème soit résolu au niveau systémique et non pas au niveau de jugement individuel. Bonsoir. J'avais une réflexion parce que par rapport à la discussion qu'il y a eu tout à l'heure sur libéralisme et néolibéralisme, certes le libéralisme change de forme en même temps que, notamment avec la révolution effectivement numérique et les évolutions, mais finalement le moteur du libéralisme, du néolibéralisme est le même que celui du libéralisme, c'est-à-dire la recherche du profit. Et c'est quand même ce mécanisme fondamental qui va finalement développer finalement l'idée aussi de la notion de propagande dont on parle aujourd'hui, de la fabrique de l'opinion. On en a parlé un petit peu de deux façons. On a dit, voilà, on a eu des gens qui ont théorisé comment créer la propagande. Alors on peut la faire peut-être une propagande pour diffuser peut-être de la vérité. Peut-être que l'enseignement est une forme de propagande pour la vérité. Donc on peut s'y reconnaître.
Mais effectivement, aussi pour des idées, des fake news et des choses fausses. La propagande, elle a d'abord servi à une chose, et elle sert toujours à une chose principale, et je crois qu'on n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui, on l'a évoqué. Cette forme de propagande, c'est la publicité. C'est quand même là qu'on investit, je pense, le plus en termes de propagande. Et c'est la publicité, c'est quand même orienter l'opinion pour faire des consommateurs, pour une logique de profit. Et quand on a parlé tout à l'heure des GAFAM, en disant que finalement les GAFAM, peu leur importe finalement l'idéologie qui est derrière. Ce qui leur importe, c'est le clic et ce que ça va rapporter. Derrière, c'est la même logique, c'est-à-dire que ce clic, il se fait sur quoi? Sur une propagande bien particulière qui est la publicité, et qui est finalement le moteur du système actuel et du développement du numérique et des réseaux sociaux. C'est le moteur essentiel du développement de nos téléphones mobiles. Je veux dire, on est de plus en plus connectés. La majorité quand même des messages que l'on reçoit sur nos Android, ce sont des messages publicitaires. La majorité des SMS aussi. Je veux dire, sur ceux qui viennent, enfin, des proches. Mais donc, je crois que sur la sous-estimer quand même le rôle du libéralisme dans effectivement l'évolution du monde et les enjeux qu'il y a, je crois qu'il faut le remettre au centre et se poser la question de mettre des règles ne suffira pas en disant on va légiférer pour que finalement il y ait une régulation qui se fasse. Je crois qu'il faudra aller plus loin et légiférer aussi sur la notion de profit. C'est très intéressant. Je tiens vraiment à souligner que je n'ai pas donné à ce stade des propositions positives. Monsieur a vu du communisme dans mon propos, il n'y en avait pas vraiment. C'est que je disais juste, c'est que ceux qui essayent de défendre le système actuel à l'aide des arguments qui ne peuvent défendre éventuellement que le libéralisme, ils se trompent. Donc ça c'est... Mais vous sur le fond, je suis d'accord avec vous. Mais c'est une autre étape de la réflexion. Ce qui est intéressant de ce que vous dites, je tiens quand même à signaler que même si avec le profit, vous avez sans doute raison, la manière dont ce profit va être garanti est différente. Dans la mesure où le libéralisme classique, vraiment cette notion du laisser-fairisme, même à l'époque de Adam Smith, on ne peut pas la dissocier avec de la confiance accordée à l'individu. Donc on laisse faire les choses. Le néolibéralisme part vraiment du principe que contrairement à ce qu'on croit, le néolibéralisme a besoin d'un État fort, minimal mais extrêmement fort, qui dirige, en fait, a besoin d'un État composé de la police, de l'armée et du ministère de la Finance. Mais un État très fort en même temps, parce que ce ministère des Finances doit, en fait, être suffisamment puissant pour empêcher toute tentative d'empêcher la libre concurrence et des choses comme ça. Donc la manière de faire est tellement différente qu'il y a, à mon avis, une rupture, non seulement du point de vue anthropologique, mais du point de vue aussi du fonctionnement étatico-économique, mais je n'ai pas envie de faire l'éloge du libéralisme pour autant, donc vous avez absolument raison. Merci. Alors là, j'ai encore deux questions. Merci de répondre. Merci, Brigitte. Oui, c'est très court. C'est juste pour faire un pont entre les différentes interventions. Tu as parlé de la notion de rationalité en économie, ce que se tromper, ce qui ne se trompe pas. Donc, derrière aussi la question de comment on formalise les identités, les préférences des acteurs en économie. Tout à l'heure et puis ce matin, on parlait aussi de l'opinion, donc du fait qu'on peut être influencé. En économie, en général, dans les modèles, on rechigne à penser que quelqu'un peut être influencé dans ses préférences. Et donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que si on regarde à un niveau très global de l'ensemble des individus qui interagissent, ces individus-là vont évoluer dans leurs désirs, dans leurs opinions, mais aussi dans leurs valeurs, en fonction de ce à quoi ils sont exposés, en fonction des personnes avec qui ils interagissent. Or, actuellement, qu'est-ce qui régit et qu'est-ce qui régule une grande partie de ce à quoi vous êtes exposés et avec qui vous interagissez, ce sont les réseaux sociaux, en particulier. Et donc, si on abandonne l'idée de préférence fixe, qui est en général le présupposé dans les modèles économiques parce qu'on ne sait pas faire autrement,
et qu'on se dit, maintenant j'ai un système où les préférences évoluent, et bien à ce moment-là, et qu'on met l'idée de réseau social dedans, comme ils sont conçus actuellement, eh bien on voit la puissance de ces technologies qui en fait vont orienter, de manière, on pourrait dire, les attracteurs culturels vers lesquels des populations entières, les sous-groupes, vont se diriger. Et c'est là que je pense qu'il y a vraiment des études à faire, parce que au final, on va avoir, par exemple, si on amène une culture vers le renoncement au droit d'avorter ou la remise en cause des droits des femmes, ça, on est au niveau des valeurs. Et là, on reboucle avec les idées aussi des premiers sociologues, Tard, Le Bon, etc., qui non seulement pensaient qu'on s'est influencé dans les désirs, mais qu'en premier lieu, on s'est influencé dans les valeurs. Et à ce moment-là, maintenant, on a une espèce d'infrastructure technologique qui permet à quelques-uns d'ingénierer comme ça cette évolution des valeurs, et ça c'est ça qui pose beaucoup de questions. Merci. Je n'ai rien à dire. Juste en ce qui concerne les valeurs et l'éducation, enfin, faut voir. Les changements sont considérables. Vous prenez un ouvrage pour les jeunes, pour les enfants, le tour du monde, le tour de France par 2 enfants. Vous voyez dans l'introduction, économiser, enfin l'économie, c'est la valeur principale. Alors qu'aujourd'hui, c'est la dépense, c'est la consommation, et ce sont tous ces jeunes qui veulent devenir influenceurs, et dont certains gagnent énormément d'argent, et qui vont habiter Dubaï maintenant, parce que Dubaï est dans l'affaire, c'est presque un département français pour nous, dans cette lutte pour l'influence, pour des gains considérables, et les valeurs qui vont avec, et la vie qui va avec. Merci. J'avais 2 questions. Alors Méa, c'est pour vous. Comment est-ce que vous articulez, mais peut-être que c'était implicite, le libéralisme d'un côté, néolibéralisme, et ce qu'on appelle les libertariens aujourd'hui, avec en particulier dans le numérique, ces hommes d'affaires comme Peter Thiels, qui veulent se désengager totalement du rôle de l'État. Et donc là, il me semble qu'on a une nouvelle rupture qui est extrêmement importante, et avec l'idée qu'on va pouvoir construire une île pour être totalement isolé, et qu'on n'a plus besoin du tout, et qu'on veut mettre en cause toute l'infrastructure étatique pour s'en débarrasser, pour donner à l'argent un pouvoir total sur tout. J'avais une autre question, mais marginale pour Monique, c'est sur les deepfakes, parce que j'avais l'impression que c'était un peu ce que vous aviez évoqué, mais justement, comment est-ce que vous commentez? Est-ce qu'il y a une continuité entre le trucage de la photo et le deepfake, ou est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose de différent? Le deepfake, c'est moi, ce que j'appelle deepfake, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle, c'est ça? Oui, c'est ça, pour fabriquer des vidéos avec des sons, et pour faire complètement illusion. Par exemple, cette image de Barack Obama qui dit des choses qu'il n'a jamais prononcées, ou même d'Emmanuel Macron qui, voilà, c'est ça, avec des propos totalement faux. Là, on a vraiment un trucage. Il y a une continuité, mais ce sont des trucages aussi souvent grossiers, vous voyez. Si je veux vous rendre ami avec une personne que vous ne connaissez pas qui est là-bas, et je sais que je vais photographier, je vais me mettre là, je vais me baisser pour vous rendre aussi plus grand. Enfin, vous voyez, tout est dans aussi la connaissance de l'image, de la prise de vue. Pas besoin non plus de sophistication, des trucages. Oui, mais aujourd'hui, il y a des boîtes à outils qui permettent, qui donnent ça à disposition de tout le monde. Par exemple, on peut incruster le visage d'une femme dans une vidéo pornographique pour la discréditer, par exemple. Oui. Je me souviens avoir invité Robert Cassati, je ne sais pas si vous connaissez le travail à l'Institut Nico, et sur les images, et justement, il a fait une conférence sur l'ombre, très intéressant, surtout pour nous aussi astrophysiciens. Et je me souviens, il avait montré des séries je crois que c'était des œufs alignés, et puis donc le regard voit cette série, puis d'un coup il y en a un qui a disparu. Et donc effectivement, on regarde pas, on va vers cet endroit-là. Et donc obliger le regard à aller regarder quelque chose de précis, ça, c'est tout un travail que les publicitaires font constamment. Et on est à l'insu de ce que à notre insu. Et on finit par être comme ça, guidé pour... Bon, il y a des choses très triviales que tout le monde connaît. Tout le monde sait que les packages de lait
entier c'est rouge et crémé c'est bleu, etc., pour des raisons assez précises. D'où nos travaux de recherche sur les images et sur la photographie, Oui. ce que nous avons appelé la génétique de la photographie, c'est-à-dire retourner, si possible, enfin, dans la mesure du possible, à la manière dont sont créées, fabriquées les images, aux intentions qui ont préludé à leur création. Voilà, et cessons de les consommer telles quelles, en les prenant pour un fragment de réalité, ce qui est fait partout, partout au monde, partout par nous-mêmes, par moi-même, parce que sans les images aussi, on n'existerait pas. Vous aviez une question, vous deviez répondre aussi. Tout à fait. Donc, Première partie. Très rapidement, merci pour ça. C'est très étrange, ce libertarianisme. Normalement, il a ses origines, comme vous savez, dans l'anarcho-capitalisme, qui a ses origines, lui, dans l'école autrichienne. Donc, effectivement, on est quasiment à la maison. Sauf que c'était vraiment toujours une position extrêmement excentrique. Là, ce qui a changé, et ça a changé grâce à GAFAM, c'est que quelques hommes qui sont des libertariens sont au pouvoir économique. Et ça change complètement la donne, et je ne sais pas comment le gérer. Là, l'idéologie qui était marrante, voilà, il y avait Miriam Rothbard, etc. Très bien, mais des érudits assez choux presque, parce que sans influence, mais qui disaient beaucoup et qui donnaient de... Et là, cette idéologie devient dominante pour des raisons non démocratiques, pour des raisons absolument non démocratiques. C'est ça qui est... les États-Unis sont dans une situation très très délicate à cause de ça. Et la dernière question ici, si vous voulez bien, ensuite je donnerai à Antoine la possibilité de conclure sur ta question. Oui. Quand on parle de libéralisme, il ne faut pas tout mettre dans le même sac. Il y a un type dont on a très peu parlé, qui est Milton Friedman. Et c'est lui qui est dominant dans la pensée économique dominante des années 80. Reagan, Thatcher. L'État n'est pas la solution, c'est le problème, la fameuse maxime de Reagan, qui va de pair avec un mouvement d'hyper-individualisation dans la société. Et là, ça retrouve certaines évolutions qui ont été mises en relief, par exemple, par Jérôme Fourquet en France, sur ce qu'il a appelé l'archipélisation de la société française, avec des grands discours qui n'étaient pas des discours vrais, mais qui étaient des discours qui se donnaient comme discours de vérité, et non seulement comme discours, mais aussi comme rite et comme organisation, le discours catholique, le discours communiste, voilà. Donc, ça c'est... Alors, par rapport à ça, les réseaux sociaux fonctionnent comme des reconstructeurs de micro-sociétés, hein, qui sont des sociétés éphémères. Bon, on parlait de tout ça tout à l'heure avec Rudi Reichstadt. Donc, ce libéralisme-là, c'est celui-là, c'est pas celui de Hayek qui est dominant aujourd'hui, qui a été dominant dans les années 80, c'est celui de Milton Friedman avec son hyper-individualisme. Deuxième chose, par rapport au profit, je dirais le profit, on s'en fiche. Le profit dans le système libéral, c'est pas une vérité, c'est une motivation individuelle pour arriver par ce biais de motivation à construire un bien-être collectif. Voilà, il se trouve que sur ce vice individuel de la poursuite du profit doit résulter le bien-être collectif. C'est ça qu'il faut critiquer. Le fait que les motivations soient le profit, on s'en fout. Dernière remarque sur le titre du colloque, la fabrique de l'opinion. Il y a un petit problème, c'est que qui dit fabrique dit chef de fabrique. Et comme nous montraient les discussions précédentes, il n'y a pas de chef dans la fabrique. Une fabrique qui marche toute seule, rien qu'avec des robots, c'est pas une vraie fabrique. Oui, je me doute que vous n'êtes pas d'accord, mais je dis que ça risque de l'induire. Comme quand on parle aujourd'hui de la construction des gens, construction, etc. Ça implique qu'il y a quelque part un architecte. Il n'y a pas d'architecte. Une construction sans constructeur, c'est plus une construction, c'est une élaboration, comme le corail
se construit, mais il n'y a pas de constructeur derrière le corail. Merci, je vous laisse répondre si vous le souhaitez, sinon on arrête. Merci, merci aux deux orateurs. Je donne la parole maintenant à Antoine qui va conclure, peut-être qu'il va commenter sur ce qu'on a à dire. Je vais être très long. Je crois que dans la fabrique, dans ce que je veux dire, dans la fabrique de l'opinion et dans ce qui était commun à tout ce qui a été dit aujourd'hui, évidemment, ce qui prend en compte les événements, plutôt notre période technologique qui est très particulière, c'est qu'on se retrouve dans cette perpétuelle quête de la vérité pour approcher la réalité. Et donc, c'est faire partager la fabrique de l'opinion, c'est de faire fabriquer quelque chose que l'on va considérer comme étant une vérité à partir d'une réalité qui est quelque chose dont nous savons qu'elle existe, mais dont on ne peut pas l'appréhender autrement que par notre cerveau. Et la réalité est indépendante de notre cerveau. Et donc, je crois que sur la fabrique de l'opinion, il s'agit en vérité de la fabrique de la vérité communément acceptée. Je donne un exemple assez souvent à mes étudiants, mais qui illustre un tout petit peu ça. Quand on regarde des manuels dans le champ qui est le mien, qui est celui de la biologie, on voit des représentations, des dessins, des schémas qui montrent comment quelque chose interagit avec autre chose, avec des petites flèches, et puis on met des couleurs pour expliquer, pour rendre compréhensible. Et je dis toujours, dans le cerveau, il n'y a pas de couleurs. Dans le cerveau, il n'y a pas de petites flèches. Dans le cerveau, il n'y a pas de... Voilà, nous avons des représentations. Et donc, je crois que c'est de cela dont on a globalement parlé aujourd'hui, si on prend un peu de recul. Mais ça a pris une dimension tout à fait particulière, cette réflexion platonicienne, avec le développement des technologies. C'est le développement des technologies qui fait qu'aujourd'hui, on peut partager de manière extraordinairement facilement des informations, des idées, des représentations, des photos, etc. Et donc, on est rentré dans un monde qui est un monde qui subit une révolution. Un chapitre de Notre-Dame de Paris dans Victor Hugo s'appelle « Ceci tuera cela ». Et ceci tuera cela, c'est l'imprimerie qui tue les cathédrales, qui tue les frontons des cathédrales, avec les représentations que tout le monde pouvait avoir. Nous étions dans les représentations, et nous sommes dans les représentations, mais ceci a tué cela. Et dans ce qui est les GAFAM, dans ce dont nous avons parlé, eh bien ceci a tué cela, c'est-à-dire la représentation commune que nous avions du monde, qui était une représentation, je dirais, basée sur la littérature, sur les arts, sur ce que nous avions de classique. Nous sommes arrivés dans un nouveau monde. Quand j'ai évoqué le concept de machine célibataire, ce que je voulais dire, c'est que nous sommes également arrivés dans un monde où les interconnexions entre les individus sont devenues tellement complexes qu'elles ne sont plus maîtrisables en termes de projets. Et qu'on est rentré dans ce que le mathématicien excuse l'abus de vocabulaire que je vais faire, dans des chaos déterministes. C'est-à-dire des chaos dans lesquels il y a par endroits des systèmes qui s'autoconstruisent par les interactions et par les forces des interactions. Voilà. Donc je conclus là-dessus, parce qu'après ça je vais vous dire des bêtises, enfin, ou alors ce ne sera pas compréhensible, c'est tout à fait possible. Et donc, je m'arrête là et je vous remercie infiniment d'être venus. C'était un moment très riche. Je pense que parmi beaucoup des colloques que nous avons eus, celui-là a éclairé, je dirais, plusieurs versants d'un même problème, qui est un problème qui est lié à la rupture civilisationnelle à laquelle nous sommes en train que nous sommes en train de vivre à grande vitesse. À très grande vitesse, c'est absolument vertigineux. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite un bon week-end pour récupérer. Excusez-moi, oui. J'ai le texte de Victor Hugo. Est-ce que je peux le... Quoi, ceci tuera cela? Oui. Ah oui, si vous voulez. Lire vous voulez peut-être que je le lise si vous, si vous arrivez à lire mon écriture. Faites voir si vous êtes lisible. L'invention de l'imprimerie est le grand événement de l'histoire. J'arrive même à lire vos abréviations.
Et le grand événement de l'histoire, c'est la révolution mère, sous la forme imprimerie. La pensée est plus impérissable que jamais, elle est volatile, instable, indestructible. Je crois que je lis l'ère du temps de l'architecture. Oui, à l'ère du temps de l'architecture. Voilà, à l'ère du temps de l'architecture, donc la pensée se faisait montagne et s'emparait puissamment d'un siècle et d'un lieu. Ça, c'était du temps de l'architecture. Maintenant, à l'ère de l'imprimerie, elle se fait troupe d'oiseaux, s'éparpille aux 4 vents et occupe à la fois tous les points de l'air et de l'espace. Et cette dernière phrase, je trouve qu'elle est bien adaptée aussi à nos réseaux et à nos images. Tout à fait, je vous remercie. Donc vous voyez, c'était une convergence tout à fait opportune. Voilà, je vous remercie.